Bonjour, bienvenue sur le plateau HR Makers. Aujourd'hui, on fait le point sur les grandes tendances de 2024, mais aussi bien sûr sur celles à venir. Du côté des ressources humaines, le défi est double, engager les collaborateurs et trouver les bonnes ressources avec les bonnes compétences pour répondre aux besoins stratégiques des entreprises. On le sait, l'accompagnement au changement est devenu une clé pour maintenir la performance au sein des entreprises. Qu'est-ce que ça change du côté des DRH? On en parle aujourd'hui avec 3 invités. J'ai le plaisir de recevoir Damien Ponceau, DRH du groupe VVF. Bonjour Damien. Elsa. Geoffrey Fournier, DRH de Securitas Technologies. Bonjour. Bonjour. Et Arnaud Sourisseau, CEO de OMS & Co. Bonjour Elsa. Bonjour. En un premier temps, l'année 2024, comment est-ce que vous l'avez traversée? Quels ont été un petit peu les défis auxquels vous avez été exposés? Mais surtout, elle a été marquée par une grande instabilité économique. Quels sont les enseignements que vous en tirez? Je vous propose de débuter. Tout le monde me regarde, allez. alors j'ai un petit peu la pression. En fait, il y a 2 enseignements pour moi. L'incertitude en 2024. Les entreprises, que ce soit les petites ou les grandes entreprises, ont réagi différemment. Les plus petites entreprises, en fait, ont été vraiment très frileuses par rapport à cette incertitude-là. On l'a vu dès la rentrée de septembre et c'est encore plus le cas à l'heure actuelle. Pour les plus grands groupes, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il y a eu un petit décalage entre le moment où ils ont pris en compte cette incertitude de l'été et désormais où vraiment on est dans l'incertitude là en fin d'année. Donc ça a deux effets dans le domaine ressources humaines, c'est la baisse des investissements globalement des grandes entreprises et quel impact ça a chez nous. L'investissement, c'est de l'investissement humain, donc c'est le recrutement, les projections de recrutement. Donc moi, en tant que DRH de Securitas Technologies, l'impact que ça a eu de manière très concrète, c'est qu'on avait un plan de recrutement qui était à un certain niveau en début d'année, qui a été un petit peu échaudé par la situation. On est donc sur un plan de recrutement qui est un petit peu moins ambitieux, bien qu'il existe tout de même. Voilà, c'est l'impact vraiment très concret, je pense que chez Securitas Technologies et globalement dans les grands groupes par rapport à cette année 2024. Très bien. Mais il a résumé particulièrement bien l'année, qui a été un peu sinusoïdale avec des prévisions qui ont été telles au début d'année. Il a fallu absolument s'ajuster. Et ce que je vais garder moi de 2024, c'est qu'il a fallu absolument s'ajuster de manière plus fine qu'auparavant, piloter, et c'est cet ajustement qui n'a pas été forcément évident. Et donc, oui, fatalement, moins d'investissement sur le capital humain. Voilà. Ça a été vraiment, moi, ce que je dois retenir de cette année, c'est ça. C'est cette adaptabilité qu'il a fallu fournir justement au marché qui n'a pas répondu comme on aurait souhaité ou comme ça a été prévu en début d'année. Ouais, Geoffrey. L'avantage de ce type de contexte, tout de même d'un point de vue économique, quand c'est plus exigeant, c'est que en fait c'est beaucoup d'exigences également vis-à-vis des DRH. Et donc en fait ça a permis de valoriser réellement notre fonction en termes de partenaires vraiment stratégiques vis-à-vis de la direction générale. Donc je dirais que s'il y a quand même quelque chose de positif en fait à tourner en fin d'année, parce que c'est bientôt les fêtes, donc faut rester positif, je dirais que en fait ce contexte, il a mis particulièrement en avant notre travail et il nous a vraiment positionné au niveau des entreprises comme partenaires privilégiés de la direction générale et du fameux trinôme que je décris parfois du DAF, DRH, président-directeur général, qui sont clés quand tout va bien. Qu'on voit un petit peu moins quand tout va bien, mais qui sont clés quand les choses vont un petit peu moins bien. Et donc dans ce cadre-là, lorsque vous faites des ressources humaines et que vous êtes dans le changement, vous êtes beaucoup dans l'accompagnement, vous êtes dans la vulgarisation en termes de communication interne des stratégies de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est pas forcément évident pour nos collaborateurs, puisqu'en fait, il y a des changements successifs. Ces changements successifs, en fait, ils ne sont pas forcément compris au départ, parce qu'en fait, on est chacun dans notre silo, et que même si on essaye de sortir de ce silo-là, eh bien dans les faits, on n'a pas une vision d'un directeur général. Et donc, nous, en tant que DRH, en fait, on a vraiment eu un rôle clé dans le sens où on a vulgarisé les changements de contexte et la vision de notre direction générale. Donc, pour le coup, je dirais qu'il y a quand même un aspect assez positif de l'incertitude, c'est le rôle du DRH. En fait, oui, c'est un cadre dirigeant, le DRH. Comme les autres. Voilà. Oui, c'est loin de la fonction support que l'on peut imaginer. On va revenir sur ces métamorphoses aussi de la fonction RH. Mais avant, Arnaud, je voulais connaître aussi votre regard sur la situation de 2024. Qu'est-ce que ça a pu changer aussi au niveau des indépendants? Est-ce que aussi vous avez subi un petit peu les stop and go des entreprises? Alors nous, chez OMS & Co, on propose justement une flexibilisation
ressources humaines pour les entreprises, puisqu'on s'appuie sur un pool de plus de 5000 indépendants de haut niveau qui interviennent chez nos clients de manière très, très flexible. Voilà, et donc 2024, pour nous, a été une année, je dirais, de consolidation de cette approche au service de nos clients entreprises, pour permettre cette flexibilité qui est d'autant plus importante dans les périodes de conjoncture économique plus difficiles. Voilà, donc on accompagne nos clients, qui sont des PME, des ETI, des grands groupes, dans la flexibilisation de leur force de travail. Et c'est particulièrement important dans ces périodes-là. Ouais, vous connaissez ce besoin aussi, Damien, de flexibilisation et de trouver le bon talent à l'instant T. Il faut être les transformations. Alors, ce qu'on vit au quotidien, nous, sur le marché du tourisme, avec justement cette population saisonnière, c'est ça. On vit aujourd'hui une crise de compétences. Et oui, ce besoin on va dire, de mixer les différents statuts, les différents profils, c'est un petit peu ce qui fait notre spécificité sur le recrutement sur nos sites. Et oui, aujourd'hui, on a cette approche où on a forcément la gestion entre des contrats permanents, des contrats à plus courte durée, avec aussi des extras, des choses comme ça, qui font qu'aujourd'hui, on voit le recrutement de manière globale et pas seulement avec un type de personne, les compétences. On parle beaucoup de polyvalence aussi. C'est ce qui fait aussi qu'on va pouvoir répondre aussi sereinement à ces ajustements. C'est des choses qu'on voit au quotidien depuis quelques temps, oui, tout à fait. Geoffrey soulignait le changement aussi stratégique de la fonction RH. J'aimerais bien aussi qu'on en parle un petit peu plus, comment vous êtes vraiment business partner, et aussi l'enjeu que vous avez de communiquer auprès des collaborateurs et au sein de l'entreprise, notamment en période parfois tendue de restructuration. Comment ça se passe, Damien? Le résumé, il est un petit peu fait aussi, et c'était très intéressant. On a ce côté multicasquette en tant que DRH. On a, ce qu'on connaît plus ou moins de business partner, pardon. On a aussi, on est fonction support. Je pense qu'on est la fonction peut-être support ultime dans la boîte. Et aujourd'hui, en plus, on vient avec beaucoup plus de proximité en soutien, en accompagnement. Et c'est ces défis un petit peu qu'on a vécu tout au long de l'année qui nous a poussé à être vraiment proche des équipes, à amener beaucoup plus de proximité. Il a fallu aussi amener plus de connaissances transverses sur les métiers, les enjeux, savoir un petit peu coller chaque fonction au business, comment elle intervenait dans ce business. Et c'est ce qui a fait aussi cette particularité, et c'est très positif parce que nous, ça nous a amené aussi justement plus de liens avec les équipes. Plus de liens avec les enjeux, avec plus de hauteur sur ces enjeux-là, pardon. Et oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on a un petit peu cette casquette de cadre dirigeant parce qu'il faut être proche du business, et sans ça, on est à côté de la plaque un petit peu sur tous ces enjeux. Geoffrey, je suppose que vous rejoignez le point de vue de Damien sur l'enjeu de communication. Oui, à partir du moment où on est dans une période de changement, il y a de l'anxiété, et l'anxiété en fait débouche parfois, et le changement débouche parfois sur la crise. Bien souvent, il y a mon expérience institutionnelle et mon expérience dans mes autres boîtes m'ont montré qu'il y a souvent deux choses en fait qui pêchaient. La communication interne, on est toujours en réaction, on n'en fait jamais assez. Donc moi, dans le doute, j'en fais souvent 2 fois plus pour être sûr de vraiment toucher tout le monde, à être vraiment descendre au plus bas niveau entre guillemets de la société. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quelque chose qu'on fait relativement mal également, c'est le retour d'expérience. On a tendance en termes de formulation, sans regarder uniquement les côtés uniquement négatifs, on a tendance à un peu nommément désigner les défaillances. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un vrai art du feedback sur lequel il faut vraiment capitaliser. Et le DRH là-dessus, je pense qu'il peut être leader. Le DRH désormais, il est à la fois manager, leader, coach, et il fait du feedback positif, parce que le management opérationnel descendant façon Légion étrangère, je suis bien placé pour en parler, eh bien, dans le cadre civil, ça marche pas trop. Donc c'est vraiment clé d'avoir cela en tête, et c'est surtout gagnant-gagnant, parce que à la fois c'est OK pour l'entreprise, et c'est surtout une exigence de nos collaborateurs. Et nous, quand on est dans une logique d'attractivité, de rétention de talent, on n'a pas le choix. C'est à nous de nous s'adapter. Et comme je dis souvent, c'est vraiment au chef de s'adapter. Celui qui doit faire l'effort, c'est le chef, toujours.
Arnaud, de votre côté aussi, peut-être sur les enjeux de communication auprès des indépendants, parce qu'eux aussi connaissent un peu l'anxiété ambiante. Oui, tout à fait. On a vraiment cette volonté d'accompagner nos indépendants. On leur apporte bien sûr des missions chez nos clients, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Mais on les accompagne aussi beaucoup dans le cadre de services qu'on leur apporte. Et beaucoup sont en effet anxieux, comme peuvent l'être des salariés dans ces périodes de transition économique. Et donc on leur apporte des formations. Pour qu'ils continuent, qu'ils aient le sentiment de continuer à apprendre, à se former, à être à la page de l'évolution du marché du travail. On communique beaucoup sur le marché, ce qu'on ressent, puisqu'on fait 1000 missions par an, donc on a une vision assez globale du marché. Les indépendants sont très soucieux de nous demander comment ça évolue, comment ça va par rapport à l'année d'avant, comment ça va évoluer en 2025. Ouais. Donc oui, on a cet enjeu de communication auprès d'eux qui est très fort. Voilà. Et on a aussi un enjeu de communication auprès de nos partenaires DRH, de grands groupes, qui, pareil, se demandent comment va évoluer le marché du travail. On en parlait, Elsa, tout à l'heure. On a coécrit un livre blanc avec Roland Berger il y a quelques mois sur les relations entre grands groupes et indépendants. Et nous, on est vraiment au service des DRH des grands groupes pour les accompagner dans la flexibilisation de leur force de travail. Il y a bien sûr les salariés qui sont indispensables à l'entreprise, qui sont le cœur battant de l'entreprise, sa culture, voilà. Et puis, il y a toutes les workforce flexibles à intégrer de la manière la plus efficace possible à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. Ça, je pense que Damien non, mais ce qu'il y a en plus là-dessus, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux d'intégration, beaucoup d'enjeux d'accompagnement au quotidien, de proximité, et le lien avec la communication il est encore plus fort. Et c'est même plus une question que je me pose. Je pense vraiment moi que la fonction RH, c'est la fonction qui doit communiquer en interne, avec justement cette connaissance très transverse, horizontale et verticale des équipes, des enjeux. Et avec toute cette connaissance, il y a forcément une connaissance accrue, des besoins. Cette notion d'accompagnement au changement, aujourd'hui, elle est stratégique, avec en tout cas pour notre part, un marché du tourisme qui répond pas comme on voudrait. On est dans l'obligation aujourd'hui de rassurer, parce que ça va passer par là. Et les accompagner avec de la formation, les accompagner avec cette communication qui doit être vraiment précise et descendre à tous les niveaux. C'est ultra important. Ouais. Là, on est en décembre 2024. Moi, j'ai une question. Vos priorités pour 2025, comment est-ce que vous allez lancer l'année 2025 ? Quelles vont être vos priorités ? Geoffrey ? Oui, alors c'est un sujet assez vaste pour le coup, mais cependant on peut quand même déterminer des gros points. Moi j'ai quelques priorités au sein de Securitas Technologies pour l'année 2025. La première, c'est une priorité de santé mentale. Vous savez que ça va devenir une grande cause nationale en 2025, à l'image d'un équilibre vie pro, vie perso qui était un petit peu mon souci principal en 2024. Je dirais qu'en maintenant cet état d'esprit-là, je vais vraiment axer mon management et mes mesures en faveur des salariés dans ce sens-là. Je pars du principe où les salariés sont vraiment les facteurs clés de succès de toute organisation, mais notamment en ce moment du fait du contexte. Et donc dans ce cadre-là, leur santé mentale et en fait, s'afficher sur le long terme avec ces salariés-là, dans une optique de fidélisation et de rétention, elle passe par le souci de la santé mentale. Le deuxième point, c'est un souci lié à la formation, un impératif, je dirais même lié à la formation. Employabilité. Et exactement. En fait, on va développer au sein de Securitas Technologies un véritable centre de formation interne avec un souci majeur, s'adapter aux nouvelles exigences du marché de la sécurité électronique, notamment dans un premier temps, et surtout, face à un marché pénurique en termes de talent, être en mesure de rendre opérationnels des gens, des personnels qui n'étaient pas du secteur, avec une promesse opérationnelle dans 3 mois, eh bien cette personne-là devient compétente et peut être employée au sein de Securitas Technologies. Donc ça c'est vraiment un enjeu clé. C'est vraiment un enjeu clé pour nous pour 2025. Et enfin, le dernier point dans un registre un petit peu plus léger, que les gens se fassent plaisir au travail.
Oui, à un moment, on ne peut pas. Le travail doit être plaisant. C'est terminé le temps où, entre guillemets, on allait à la mine et que voilà, c'est un vecteur d'épanouissement, le travail. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas simplement j'échange mon temps contre de l'argent, le salariat de base. C'est j'ai un impact positif sur ma communauté, sur mon secteur, sur voilà. Et c'est ça en fait l'engagement RSE d'une entreprise. C'est être un lieu d'épanouissement pour ses collaborateurs. Donc je vais m'attacher à faire cela. Beau projet. Damien, de votre côté. Valide. Alors c'est secteur différent quand même. Ouais, non, secteur différent. Alors on a la chance d'être dans le tourisme et donc on a ce côté un petit peu peut-être fun de l'activité. Donc ça, on s'y attache beaucoup. Je pense, alors ça, un des enjeux principaux pour nous, pour VVF, avec une structure qui est un peu plus petite, et je pense que plus petite, peut-être moins résiliente, encore une fois, à toutes les difficultés qu'on a vécues. Nous, il va y avoir un gros enjeu de rester connecté au business et de pouvoir piloter notre activité et forcément de pouvoir ajuster avec toute la fonction RH. Donc lié à ça. Et on a un gros enjeu de communication interne. Alors c'est pas pour faire redite par rapport à ce qu'on disait avant, mais on est vraiment dans ce sujet-là où justement la difficulté sur le marché des saisonniers de créer du lien, de les fidéliser, ça nous pousse à justement à travailler cette partie plus spécifiquement et aujourd'hui à amener ces notions d'engagement et de fidélisation un petit peu plus fortes par rapport à ce public qui est très volatile. Bien sûr. Ouais. Pour vous, je rebondis sur ce que disait Geoffrey, l'équilibre vie pro, vie perso, est la deuxième raison pour laquelle les gens choisissent de se lancer comme indépendants. Derrière le choix de la mission, avoir le choix de la mission. Donc c'est un enjeu absolument majeur, non seulement pour les indépendants, mais bien sûr aussi pour les salariés. Et donc nous, on essaye d'accompagner nos indépendants, là aussi, dans la construction de cet équilibre. C'est un mot très, très fort et très important chez nous, entre vie pro et vie perso. Et on met beaucoup en avant chez OMS & Co la notion de « et des missions passionnantes, et une vie professionnelle passionnante, et la possibilité, via la liberté d'organisation qu'ils ont en choisissant leur mission, de pouvoir faire autre chose. Donc on accompagne des sportifs de haut niveau, par exemple, qui sont aussi consultants indépendants. On accompagne des personnes qui veulent passer plus de temps avec leur famille, ce qui est tout à fait noble. Et on accompagne, on accompagne par exemple Arthur Peugeot, qui est un consultant indépendant spécialisé en stratégie RSE chez nous, dans son projet de mini transat. C'est un voileux, un professionnel, un semi-professionnel de la voile. Ce projet pour fin 2025. Et donc, on l'accompagne, on lui apporte des missions à temps partiel, ce qui lui laisse aussi le temps et les moyens de poursuivre son projet ambitieux de voile. Ouais, ça, c'est des dispositifs en effet intéressants à pouvoir mettre aussi en place au sein des entreprises. Juste un point sur le travail comme plaisir. La clé de ce plaisir au travail, est-ce que parfois on n'oublie pas que c'est tout simplement aussi parfois de pouvoir réaliser ses missions, son travail dans des bonnes conditions avec des objectifs raisonnables et atteignables? Oui, la notion de conditions de travail est clé pour s'épanouir. Alors de manière assez basique dans un premier temps, avec des conditions, on va dire, ergonomiques de travail et une relation avec son manager qui est, on va dire, de manière tout à fait saine. Rappelons que la plupart des personnes qui quittent l'entreprise à l'heure actuelle, ils ne quittent pas l'entreprise, ils quittent un management qui ne leur convient pas. Donc il faut quand même avoir conscience de ça. On est quand même sur 60% des personnes qui s'en vont changent de manager plus que changent d'entreprise. Donc il faut quand même avoir ces notions-là en tête. Et en tant que DRH, personnellement, moi je les ai en tête en proposant systématiquement de la mobilité interne et des épanouissements transverses. Rappelons que quand même le parcours professionnel, il n'est plus linéaire comme on le disait en début d'émission. On peut avoir un parcours de management dans un premier temps, un parcours d'expertise. On le fait actuellement au sein de Securitas Technologies. Et en fait, au départ, moi j'avais fait la petite erreur de me dire, c'est un parcours de management, un parcours d'expertise. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, moi j'ai envie d'être expert à un moment. Ok, je me sens bien à l'aise dans mon fonctionnement. Je deviens manager. Et au bout d'un moment, je reste quelques temps manager. Bon, au bout d'un moment, le management est au contact de grosses équipes, etc. Ça peut. Et quand on a un certain âge, au bout d'un moment, peut-être qu'on rebascule dans une filière d'expertise. Voilà, il faut
faut quand même avoir cela en tête. Moi, j'étais plutôt sur des parcours un petit peu qui n'avaient pas forcément de lien, et j'ai revu un petit peu ma copie en me disant, bah voilà, en fait, désormais, les personnes, elles ont des envies qui changent au cours de leur carrière, d'autant plus que les carrières sont vraiment très longues. Et oui. Donc, lorsque vous avez des profils très seniors, c'est quand même dommage de ne pas les employer sur un parcours d'expertise, parce qu'ils ont l'histoire de la boîte. Hein. Ouais. La moyenne d'ancienneté chez Securitas Technologies, c'est 17 ans. Hein. Donc, ils ont quand même la mémoire de la boîte, ces gens-là. Et il faut surtout pas oublier cela. Ouais. Et les jeunes sont en attente également de Bien ça. sûr, oui, complètement. Je Allez-y. crois beaucoup à ces allers-retours et à ces parcours finalement non linéaires. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on le voit, nous, auprès de nos indépendants. 65% des 5500 indépendants qu'on a dans le pool sont ouverts à la reprise d'un job en CDI si ça se présente. Parce que fit managérial, fit sur le sujet, fit avec l'entreprise. Voilà. Et on voit de plus en plus des personnes qui, en fonction de leur état de vie, vont passer 3 ans en entreprise en tant que salarié, puis après se lancent en tant qu'indépendants, puis font la connaissance d'un manager avec qui ils s'entendent particulièrement bien et retrouvent un salariat en entreprise. Voilà. Donc ce sont des allers-retours. Et je pense que la vie professionnelle va être de plus en plus faite comme ça, de manière assez pragmatique. Ouais. La recherche de l'équilibre, c'est ce qu'on fait. Ouais. La recherche de l'équilibre entre les besoins à un moment donné, à une situation donnée, et ce que le cadre va pouvoir nous, ou le contexte va pouvoir nous apporter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup appuyé aussi ça sur cet aspect d'équilibre entre des politiques de parentalité, des politiques sur les proches aidants. Ça a été aussi des choses qui nous ont permis d'aborder le sujet et d'aborder les spécificités avec des réponses collectives. Et je pense que ça, outre le fait de donner du sens, bon, ça c'est quelque chose que chaque un peu culture d'entreprise peut amener avec sa propre histoire, tout ça. Je pense qu'on a vraiment, nous, en tant qu'employeur, la nécessité, l'obligation aujourd'hui de proposer justement des cadres où chacun va pouvoir trouver ce qu'il a besoin à un moment donné. Donc on n'aura pas tous les mêmes cadres à proposer. Oui. À un moment donné, peut-être que 4-5 ans, ça va se passer ici, 4-5 ans, ça se passera là, et on va revenir peut-être parce que la vie change. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros enjeu d'écouter aussi un petit peu nos collègues, de savoir c'est quoi leurs besoins aujourd'hui. On a un sujet sur, par exemple, les mères isolées. On a un sujet sur le handicap aussi, où il faut qu'on pousse un petit peu le sujet là-dessus. Et on voit qu'il y a ce saupoudrage un petit peu de tous ces sujets. Je dis pas ça de manière légère, mais vraiment de pouvoir prendre aussi l'ensemble de la vie perso. Aujourd'hui, il n'y a plus de cloison. Tout est lié. Et on vient au travail avec sa vie perso. On retourne à la maison avec sa vie pro. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit en mesure de répondre à nos collègues qui ont besoin peut-être des fois d'avoir un peu plus de temps pour gérer leurs spécificités personnelles. Puis inversement aussi. Et ça, il faut qu'on soit en mesure d'y répondre. Et il y a... Franchement, pour parler encore de santé, il y a cette nécessité. Ça va être les enjeux de demain. Très bien. Juste un tout dernier mot concernant votre fonction qui devient vraiment business partner au sein des entreprises. Comment est-ce que vous rattachez ces considérations-là aux enjeux business de demain qui vont être très, 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 très forts? On sait qu'il y a beaucoup de restructurations qui sont en place. Voilà, quelques mots. Comment est-ce que vous défendez votre place stratégique, notamment aussi lors de ces passages parfois pas très faciles? Le rôle du DRH lors d'un restructuring ou d'une réorganisation quelconque, elle est clé, puisqu'en fait il est vraiment le visage de la direction pour faire passer ces mesures auprès des collaborateurs. Donc on revient entre guillemets à nos éléments de langage que l'on avait en termes de communication interne. Donc je dirais que la fonction entre guillemets 2025 du DRH, ce sera un grand communicant à la fois en externe et en interne pour vulgariser, expliquer des notions de contexte, expliquer les changements, donner du sens. Et je dirais que ça va être un peu le communicant stratégique des groupes. Des groupes pour l'année 2025, puisque le nombre de défaillances en fait va être record d'après c'est ce que tout le monde annonce. Voilà, en 2025. Donc en fait le rôle va être clé.
Moi, j'attire juste aussi votre attention sur le rôle, parce que souvent, ils travaillent dans l'ombre, les directeurs financiers, dans ce cadre-là. Et en fait, les défaillances, ça concerne aussi notre sous-traitance, nos fournisseurs. Et bien souvent, eux, c'est vraiment le travail de l'ombre qu'ils font. Donc, faut pas oublier, je voudrais les saluer dans ce cadre-là, parce qu'ils sont vraiment... c'est eux qui ont les discussions vraiment difficiles. Oui, complètement. Je pense qu'il y a quand même, quoi qu'il arrive, de garder bien en tête qu'on est toujours aide à la décision et que je viens de la com et donc je peux que être OK avec ce... Il faut qu'on communique, nous en tant que DRH, il faut qu'on communique. En interne, etc., il y a zéro problème et de bien garder en tête qu'on est aide à la décision, vraiment, pour la direction générale, pour... aussi les DAF, que je salue aussi, ça m'a fait sourire parce que je l'ai au téléphone tout à l'heure. Donc oui, et avec cet aspect d'aide à la décision. Très bien. Arnaud, un dernier mot? Oui, alors les DRH sont les business partners internes du CEO, et voilà, et nous on va être les business partners des DRH, de nos clients, pour les aider justement à traverser ces périodes. On a des profils d'experts du restructuring, on a toutes sortes de profils qui vont, avec la flexibilité qu'ils apportent, leur expertise et aussi leur pragmatisme, puisque ce sont des gens qui peuvent être passés par le conseil mais qui sont aussi tous passés par l'opérationnel, vont pouvoir apporter la solution ponctuelle pertinente au DRH en fonction de la période qu'il traverse, que ce soit une période de croissance ou une période plus de restructuration. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je rappelle, Geoffrey Fournier, vous êtes DRH de Securitas Technologies, Arnaud Souriceau, CEO d'OMS & Co, et Damien Ponceau, DRH du groupe VVF. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à vous. On se retrouve tous les lundis sur Be Smart for Change.